Alors, je vous propose tout de suite une présentation d'une carte mentale et je vais vous demander directement, enfin, je vais vous interpeller, je vais dire, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? Là, c'est à vous. Je ne sais pas, Jessica, si tu as un Je ne sais micro je ne sais pour pas si ça participer. fonctionne. Ah oui, on Vous t'entend. m'entendez? Ah Oui, voilà, oui, j'ai eu oui. des petits soucis de son là. Mais Ok. voilà. Bah, on voit des images, Oui. des dessins, des mots, Mhm. Donc, effectivement, c'est des déjà branches. ouais, c'est ça. On a des branches, on a des images, des mots. Roberto, tu veux Alors, compléter? on a un cœur, donc qui est la pomme ici, donc qui est la partie centrale, hein, et un peu comme un tronc ou la base de notre graphique. Et puis, on a toute une série je dirais, de ramifications, hein. Donc, je vois le stress, le sleep, diète, exercice, help. Donc, c'est l'ensemble des situations que l'on peut rencontrer dans le cadre de la santé. Et puis, de là, il y a encore des ramifications. Donc, c'est en quelque sorte un grand arbre, hein, qu'on a mis sur Mhm. un plan 2D. C'est ça, Voilà. exactement. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que sans vous avoir expliqué finalement le contenu de la carte, vous avez tout de suite compris son contenu. Ça parlait de la Mhm. santé, vous l'avez dit, on voit des branches qui partent de cet élément central qui est symbolisé aussi hein, par la pomme, hein. On dit qu'une pomme par jour éloigne le docteur. Mais on a un symbole, quelque chose, comme le disait Jessica, de coloré, des images un peu partout qui vont aussi venir compléter l'information. Et Roberto, tu as été tout à fait capable d'expliquer le contenu de la carte, alors que j'imagine, la découvres là Oui, en direct. Ce oui, qui aurait peut-être été plus compliqué si j'avais mis cette représentation sous forme d'un texte suivi. oui. Euh, Je dirais que la carte est bien faite, parce que je pense qu'elle elle est bien construite. Et ça, c'est ce que tu vas nous apprendre, c'est construire correctement. Parce que Voilà. c'est moins évident parce que là, on comprend tout. Voilà. Je Mhm. dirais que c'est la synthèse que doit faire un étudiant quand il étudie un cours et qu'il veut le maîtriser. Parce que bien Oui, souvent, il y en a qui commencent qu'une branche, hein, ils ne terminent pas les autres, alors ils se demandent pourquoi ils ont échoué. Mais c'est, voilà, oui, oui. Et donc ici, tout est là-dedans. voilà, ici en un coup d'œil, Mm. si on demande à un étudiant de refaire cette carte sur un autre concept, Oui. on peut voir très facilement s'il a compris, si en tout cas il arrive à catégoriser l'information. Moi, quand j'ai fait quelques suivis de travaux de fin d'études, donc d'épreuves intégrées, je leur demandais de faire une carte mentale, même en gribouillant sur un bout de papier. Mais je voyais tout de suite ceux qui avaient une vision claire de leur matière et ceux qui pataugeaient un peu. Et ça permettait d'avoir aussi un moyen de communication avec eux, d'avoir un élément sur lequel on pouvait discuter. Donc, la personne qui a développé ce concept de carte mentale, c'est Tony Buzan, donc, qui est un psychologue anglais qui est décédé en 2019, je pense, et qui a finalement popularisé hein, ce principe de représentation de la pensée sous forme de mind map. Alors là, dans la théorie, la bonne traduction sont les cartes heuristiques dans le sens où ce sont des cartes qui permettent d'inventer, de découvrir et de créer des liens entre les notions. Alors, certains disent que la traduction carte mentale n'est pas bonne parce que ce serait plutôt la représentation d'une carte, d'un plan, la carte mentale, mais dans les faits, dans l'enseignement, ben, si on traduit littéralement, mind map, c'est la carte des pensées. En français, bah, on va plus facilement dire carte mentale. Et donc, par la force des choses, le terme de carte mentale s'est un peu imposé à lui-même, même si vous voulez faire des recherches plus approfondies, bah, utilisez plutôt le terme de carte heuristique qui vous permettrait de trouver plus d'informations par rapport à ce concept de mind map. Et donc,
Tony Buzan, il s'est intéressé toute sa vie à la psychologie, à la neuropsychologie et aux techniques de mémorisation. Et donc, il a cherché et trouvé finalement et popularisé un moyen de représenter l'information de manière visuelle et structurée visuellement. Il part du principe que nous ne pensons pas de manière linéaire. Donc, il a également mis en avant le principe de pensée irradiante. euh, En fait, c'est notre façon de réfléchir. Quand on évoque une idée, on va l'associer à une image, à un son, à une sensation. On va l'associer à d'autres concepts. Et en fait, tout ça est lié aussi à tout ce que l'on perçoit en temps réel. C'est-à-dire, ben, là, tout de suite, moi, je vois le mot irradiant qui est mis en gras. Ben, je vois cette pensée irradiante. Je vois une image qui est renforcée aussi par cette représentation de Tony Buzan. Et donc, ce n'est pas une pensée linéaire que nous avons. Donc, c'est vraiment ça que Tony Buzan a voulu mettre en œuvre avec ses cartes mentales. Il s'est également fortement intéressé aux techniques de mémorisation et nous verrons comment rendre les cartes mentales mémorisables plus facilement en appliquant certaines techniques. Et là, ça va nous permettre d'accompagner nos étudiants, mais aussi d'un point de vue personnel, on peut l'utiliser pour renforcer son apprentissage de certaines matières. Alors, je voulais vous montrer aussi ici une correspondance. Donc en fait, à droite, vous avez la représentation d'une cellule neuronale et donc à gauche, notre carte mentale. Qu'est-ce qu'on peut observer là déjà? Il y a une similitude, hein, on pourrait même les superposer. Donc c'est assez amusant de voir que c'est très très proche, la structure neuronale du MyPumping. Mhm. Donc en fait, c'est vraiment ça. Donc il y a, enfin, je l'ai dit, Anthony Buzan s'intéressait énormément au fonctionnement psychologique et neuropsychologique. Et Mhm. on voit en fait que ben, les informations qui sont stockées dans notre cerveau sont le fait d'interconnexions entre des neurones qui communiquent entre eux avec donc le neurone envoie via son axone et des milliers d'interconnexions va se connecter aux dendrites d'un autre neurone et va lui-même renvoyer une information. En moyenne, on estime qu'un neurone est connecté à 7000 autres neurones et on voit que c'est ce fonctionnement-là, ce fonctionnement biologique que nous avons tous. Ça, on ne peut pas le remettre en question. Et les cartes mentales ben, fonctionnent de la même manière. Donc, on a l'équivalent d'un neurone, en tout cas, on a une idée centrale, et ça, c'est vraiment un point particulier des cartes mentales, c'est qu'elles doivent répondre à quelque chose, à une question, à une thématique, à un concept. Déjà, rien que dans l'usage de la carte mentale, on est obligé de faire un choix. On doit décider de quoi elle va parler. Euh, Ça permet aussi à l'étudiant ou à la personne qui conçoit sa carte mentale de prendre possession de la connaissance. Je dois définir ce dont je vais parler, ce dont ma carte mentale va parler. Donc il y a déjà une prise de décision, ça permet d'impliquer déjà un peu plus l'étudiant quand c'est lui qui l'a construit. Et après, ben, sous le même fonctionnement que ma cellule neuronale qui se divise pour envoyer de l'information, ben, on retrouve cette structuration. Donc, on a ici la santé, ben, elle peut être catégorisée par le stress qui peut impacter ma santé. L'exercice peut aussi impacter la santé si j'ai besoin d'aide, un régime ou le sommeil. Donc, quand on va construire sa carte mentale, souvent on commence, enfin en tout cas quand on donne cours, on va donner des exemples, on va expliquer, mais on ne va pas forcément attacher l'information, les exemples que l'on donne, à une catégorie. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les branches, donc ici on parle de branches et de nœuds, donc la branche, elle est, en tout cas dans la théorie de Tony Buzan, elle doit être
plus grosses au début et puis aller vers des ramifications plus fines. Et on peut remarquer aussi que l'information, elle n'est pas disposée n'importe comment. Le mot stress, enfin tous les mots sont posés sur la branche. Ils doivent physiquement se rattacher à quelque chose. Ça va aussi aider à la mémorisation. Donc après, quand on a une catégorie qui a été définie, ben, on va essayer de trouver des sous-catégories. Ben, quelles sont les causes du stress? Ben, les causes du stress, ça peut être les examens, le travail, les relations amoureuses, mais on peut aussi avoir des solutions. Et dans les solutions, on peut avoir la relaxation. On aurait pu aussi retrouver l'exercice, hein. Donc on pourrait même peut-être, ici ce n'est pas fait, mais on pourrait mettre que dans les solutions, on pourrait avoir une flèche qui renvoie vers l'exercice, parce qu'on sait aussi que l'exercice peut permettre, enfin l'exercice physique peut permettre la diminution du stress. Donc, la carte ici, on va à chaque fois aller comme ça de plus en plus loin dans les ramifications. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a un minimum de mots, on a très peu de phrases ici dans cet élément-là. Alors, j'avance un petit peu. Tony Buzan, il a aussi mis en évidence que bah, nous avons, enfin, c'est pas lui qui l'a mis en évidence, mais il s'est basé sur le fait que nous avons deux hémisphères cérébraux et que ces deux hémisphères cérébraux ont des préférences au niveau de la présentation de l'information. On a l'hémisphère gauche qui, lui, préfère une prise de notes linéaire, par exemple en cours, ça va se traduire sous la forme d'un texte suivi, sous la forme d'une table des matières et des diagrammes décisionnels. Donc, il faut savoir que c'est le système le plus rencontré chez l'être humain, c'est cette façon de penser plus linéaire, mais on va dire le problème qu'on rencontre, c'est que l'enseignement ne s'est basé que sur ce système-là principalement. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve à la fin des études, des travaux enfin, des travaux de fin d'études qui doivent être sous la forme d'un travail écrit, structuré, avec une table des matières et un texte continu pour montrer que l'étudiant a bien compris. Mais ce qui fait qu'on a oublié dans l'enseignement toute la partie plus créative, plus intuitive, et cette partie droite du cerveau, elle fonctionne principalement par lien, par redondance d'idées, par une idée va en évoquer une autre, qui va en appeler une autre, et elle va travailler beaucoup plus sur les symboles, sur l'impact des couleurs, sur le ressenti, etc. Et vous le savez peut-être, mais nos deux hémisphères cérébraux ne travaillent pas de manière isolée. Il y a entre les deux une structure qu'on appelle euh, là-dessus, j'oublie le corps calleux, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un trou là, désolé. Il va me revenir. C'est pas grave. Mais en tout cas, il y a une structure qui permet, bien sûr, une interconnexion entre les deux éléments. Et donc, utiliser des cartes mentales, on peut se demander pourquoi ça fonctionne. Déjà parce que ça va permettre la communication entre les deux hémisphères cérébraux. C'est plus proche de notre fonctionnement biologique. Et donc, il faut vraiment penser de manière globale. Et quand on se limite à du texte écrit, à une pensée linéaire, on oublie toute une partie qui est créative. Ce serait le corps calleux et les fissures. Corps calleux, oui, donc c'était bien. Petit oubli. Et donc, qu'est-ce qui fait l'efficacité des cartes mentales? Comme on l'a évoqué, ici c'est finalement un petit résumé. Qu'est-ce qui fait son efficacité? C'est qu'on va se centrer sur l'essentiel, on va identifier une question centrale, on va mettre vraiment en évidence les concepts qui sont importants, notamment par cette arborescence qui va nécessiter la sélection de catégories.
On va éviter le verbiage, donc tout ce qui est en trop dans le texte, donc tous les mots liens, les pronoms, les déterminants, etc. Ben, tout ça, on l'oublie. Ça n'empêche pas la compréhension et ça évite aussi de surcharger mentalement l'information. Et les liens sont identifiables facilement. Ben, tout à l'heure, Roberto a réussi, juste en visionnant la carte quelques secondes, à comprendre son contenu, à comprendre que l'idée centrale, c'était la santé, qu'autour de la gravité des thématiques. Et lorsqu'on utilise un logiciel de carte mentale, ben, on se rend compte que sa structure est malléable. Je peux très facilement réorganiser, redéplacer des éléments, ou d'abord mettre toutes les informations que j'ai, et puis dans un deuxième temps, essayer de les rassembler dans une structure englobante. Alors, on peut le faire en papier-crayon, ça fonctionne très bien aussi, mais c'est moins rapide et ça va me demander plus de temps à construire, mais les principes vont être les mêmes. Ce qui va renforcer aussi la compréhension et la mémorisation, ben, c'est qu'elle est personnalisée. Je vais faire le choix des couleurs, je vais faire le choix des mots, je vais devoir aller chercher l'information, la reformuler, et je peux mettre des images, etc., pour encore renforcer tout ça. Donc, tous ces éléments mis ensemble vont faire que on va augmenter la compréhension du concept ou de l'information qu'on souhaite apprendre. Alors, en résumé, donc si ça c'est le petit résumé de ce que je viens de présenter, peut-être des petites infos que j'ai pas encore données. Donc, au niveau des caractéristiques des cartes mentales, c'est que Tony Buzan a défini des caractéristiques qui sont déjà le sens de lecture. Donc, au niveau du sens de lecture, on commence en haut à droite et on va suivre dans le sens horloger. Donc, après, on va tourner autour de notre carte. Maintenant, j'ai déjà eu des étudiants qui étaient gauchers et qui préféraient commencer en haut à gauche et puis tourner dans l'autre sens. Donc, ce n'est pas imposé ce sens de lecture, mais c'est conseillé. Donc, les principes directeurs qu'on a évoqués, c'est cette pensée irradiante qui n'est pas linéaire, et on va vraiment avoir cette idée d'une idée qui en appelle une autre, qui en appelle une autre. Donc, c'est toujours selon Tony Buzan, cette carte doit être imagée, colorée et aérée au maximum. Donc, elle ne doit pas donner une sensation de surcharge. Elle doit être facilement lisible. Et pour ça, on va favoriser un mot ou un groupe de mots. Mais à nouveau, c'est un conseil. Moi, ça m'est arrivé de mettre des définitions et d'aller les mettre, mais alors plutôt en fin de parcours. Je pourrais les mettre dans Pensée irradiante, je pourrais peut-être ajouter un niveau avec une définition à retenir parce que c'est nécessaire dans un parcours. Donc, vous l'avez compris aussi, la structure, on va avoir l'idée centrale. Comme ici, l'idée centrale de cette carte, c'est les caractéristiques des cartes mentales. Cette idée centrale va reprendre une question, une thématique, et puis je vais avoir des branches, donc ici qui sont un peu plus épaisses, un peu plus colorées. Et les branches sont des catégories qui vont elles-mêmes se décomposer en sous-branches, qui vont alors reprendre des informations. Alors les informations, j'aurais pu encore décliner, ça peut être des mots-clés, ça peut être des exemples, ça peut être des définitions. Là, c'est toutes les informations liées. Finalement, je vais aller vraiment utiliser cette technique d'entonnoir et je vais aller du plus global vers le plus spécifique. Alors, ce que je n'ai pas montré aussi, mais c'est que au maximum, les relations entre les concepts doivent être mis en évidence. Donc, déjà, rien que par l'utilisation de la structure, on a des relations qui sont mises en évidence, mais on peut encore les renforcer en utilisant des flèches, comme ici. Mon idée centrale va forcément découler vers une branche qui elle-même va découler vers une sous-branche. Et on peut, dans les logiciels de cartographie mentale, de nommer ces liens, ça va aussi pouvoir le renforcer. Je vous montrerai aussi tout à l'heure, il est possible de faire des accolades pour regrouper des informations qui sont ensemble, et des délimiteurs. Donc un délimiteur, je pourrais venir mettre un cadre, par exemple, autour de ces éléments-ci,
pour les regrouper parce qu'ils constituent un tout. Et alors, pour terminer ici ce petit résumé, ces représentations de ma carte mentale, elles ont des caractéristiques aussi à respecter. Ça doit être coloré parce que justement, ça va renforcer déjà la distinction entre les éléments. Ça doit être imagé. Donc ici, par exemple, dans ma carte-là, elle répond pas vraiment à ce critère-là. Mais c'est quand même utile, ça me permet déjà de l'utiliser sans trop de difficultés. On doit utiliser des symboles. Et une chose aussi, c'est qu'on va éviter tout ce qui est négatif, parce que le cerveau, quand on dit du négatif, il retient que la finalité. Donc, c'est-à-dire, si je dis à un enfant ne cours pas, il entend courir. Et le ne pas, tout ça est oublié. C'est comme quand on veut penser à quelque chose, il faut pas se dire, il ne faut pas que j'oublie de, il vaut mieux dire, il faut que je pense à. Parce que sinon, le cerveau va se focaliser sur le fait d'oublier. Si je dis, il ne faut pas oublier de, il faut essayer de transformer sa phrase pour que ce soit positif et que ça aille vers ce que je veux atteindre. Donc ici, on va essayer de favoriser une formulation positive. Propose déjà un petit moment de questions-réponses. Je ne sais pas si... Je dirais quand même ceci, c'est que pour pouvoir réaliser une bonne carte mentale, il faut quand même bien connaître le sujet. Donc il faut, je dirais, je reviens toujours à l'étudiant qui doit préparer un examen, il doit primo puis avoir lu au moins une fois, si pas deux fois, le cours, pour à un moment donné structurer l'ensemble des pensées qui sont propres au cours. Parce que bon, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il va comprendre le cours. Parce que le problème de beaucoup d'étudiants, c'est d'étudier chapitre après chapitre et de ne pas avoir de lien à un moment donné. Et donc, bien souvent, la cause de l'échec ou l'élève moyen, c'est qu'il a étudié chapitre par chapitre. Et tant qu'il n'a pas, en quelque sorte, réalisé sa carte mentale, il ne peut pas arriver à la maîtrise du cours. Et donc, il ne peut qu'échouer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu, Sébastien, à la Polytech. C'est qu'à la Polytech, un étudiant échouait et échoue s'il n'a pas la maîtrise. Et pour avoir la maîtrise, il faut avoir lu le cours, il faut avoir suivi le cours, il va falloir faire des notes, il va falloir faire beaucoup de synthèses, des résumés et autres, et arriver en quelque sorte à une forme de maîtrise où on devient pratiquement l'égal de l'enseignant. Et l'enseignant, alors, se délecte. Parce que l'enseignant, à un moment donné, quand il a affaire à un étudiant de ce type-là, il lui met un 18 sur 20. Et ça arrive rarement. Tu vois, oui. et ça, c'est toute la difficulté. Je voudrais juste revenir sur le début de ta phrase, c'est que tu t'as dit que pour faire une bonne carte mentale, il fallait bien connaître le sujet. Alors moi, je dirais pas forcément. Oui, parce que je vois ce que tu vas dire. Oui, parce que pour bien connaître le sujet, il faut construire sa carte mentale. Il faut se l'approprier, il faut la construire. Et par contre, ce qui arrive souvent, comme tu l'as souligné, c'est que dans les études, en tout cas universitaires, on reçoit un syllabus de 150, 200 pages, et alors on le lit de manière séquentielle. Alors soit c'est débrouille-toi, soit moi j'ai eu des cours comme ça où le prof lisait son syllabus du début à la fin. C'était très linéaire du coup, et en tout cas pour moi, quand c'est très linéaire, je m'ennuie au bout de 5 minutes. Et donc, je décroche, mon attention s'en va. Et du coup, je passe complètement à côté. Et le prof passe aussi un peu à côté du truc, c'est que il m'envoie des informations linéaires que moi, de toute façon, je n'écoute pas parce que ça ne me permet pas de m'approprier la matière. Tandis que si je prends 2 heures et je vais prendre le syllabus de 200 pages, et puis je vais identifier tous les chapitres. Et finalement, c'est parfois on dit ça, il faut commencer par étudier la table des matières. Oui, exactement. Mais la table des matières, ça reste linéaire. C'est chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Ça ne me permet pas encore de créer des liens entre ces chapitres. Tandis que si je me dis, tiens, ça c'est mon cours, et dans ce cours-là, je vais créer ma carte et je vais dire, oui, il y a un chapitre 1, il y a un chapitre 2, un chapitre 3. Ça, ok. Mais après, qu'est-ce que je viens mettre dedans?
Et puis là, je vais commencer à construire une carte qui va grossir progressivement et en même temps, ben, je me l'approprie. Donc c'est ça que je voulais dire quand tu dis il faut connaître le sujet pour faire une bonne carte mentale. Ben non, c'est au fur et à mesure que je découvre le sujet que je vais construire ma carte mentale Oui, oui, et progressivement ma carte mentale oui. sera Mais exactement. meilleure. Oui. Mais je voulais tout simplement ajouter ceci, c'est que d'une manière sous-jacente, euh, l'exercice que l'on doit faire en construisant une carte mentale, c'est ce que tu vas nous expliquer, c'est la méthodologie pour explorer la matière. Parce qu'elle est présentée de manière linéaire, ça veut dire que tout simplement, il faut connaître la matière pour pouvoir faire une bonne carte mentale, mais tu vas nous apprendre maintenant comment mettre en place une méthodologie pour explorer donc la matière et pour pouvoir construire une bonne carte mentale. Mhm. Voilà, je laisse faire Voilà. parce que sinon, on n'avancera Ok. pas. Alors je repasse, sauf s'il y a d'autres questions, je repasse sur la présentation. Jessica, tu n'hésites pas à Tout va bien, intervenir. c'est Tout très va bien? clair. Oui, Ok. merci. Alors ici, donc, on a vu finalement les bases, les concepts de base pour la réalisation de la carte mentale. Ma souris ne fonctionne pas. Euh, Avant même de montrer comment la construire, mais c'est finalement comment rendre mémorisable. Donc, tu disais, Roberto, pour avoir une bonne carte mentale, ben, qu'est-ce qu'une bonne carte mentale? C'est une carte qui va me permettre de bien comprendre la matière, de créer des liens. Et si c'est dans le cadre d'un apprentissage dans l'enseignement, ben, elle doit me permettre aussi de mémoriser l'information. Parce que, donc ça, c'est une autre finalité, c'est rendre mémorisable. Moi, j'utilise des cartes mentales régulièrement, mais pas forcément pour que ce soit mémorisable. Euh, Parfois, rien que pour préparer un cours, ben, mon objectif n'est pas de mémoriser tout le cours. C'est plutôt de créer une structure et de me dire, bah, Mhm. tiens, par où va passer l'étudiant, quel va être le cheminement de celui-ci, quelles sont les matières que je dois aborder, etc. Donc, ici, c'est vrai que bah, la thématique du webinaire, c'était de soutenir les apprentissages des étudiants. Ben, si on veut soutenir les apprentissages, on doit les aider, les accompagner aussi donc, dans la conception d'une carte mentale et dans les éléments qui vont la rendre mémorisable. Et ça passe par le respect, prendre soin de son fonctionnement cérébral. Alors, vous avez ici la transcription des caractéristiques de la carte mentale, donc c'est ce que j'ai présenté juste avant. Ben, à nouveau, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce texte? Il y a des choses mises en évidence en gras. Mhm. Si je n'avais pas dit son sujet, est-ce que tu pourrais savoir facilement de quoi ça parle? Oui, parce qu'on reprend la définition, donc dès le début, dans l'introduction, on plante le décor. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer comme méthodologie, c'est de lire le texte et puis de surligner les mots qui ont réellement une portée, hein. Et Mhm. donc, je pense que c'est ce que tu veux nous Oui, donc expliquer. voilà, donc ici c'est vrai que là j'ai déjà mis des mots en gras qui me permettent Mhm, déjà de mettre en évidence certaines informations. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que ce texte en fait, il est structuré, hein, donc il y a 4 paragraphes pour un ensemble de 188 mots. mhm, Donc on a à peu près une moyenne de 47 mots par paragraphe. Bon, oui, le premier un peu plus grand et le dernier un peu plus petit. Vous avez le mhm, principe de la moyenne, hein. Mais les relations entre les différents concepts ici ben, se font également par des mots. On a des verbes, voilà, une carte mentale est une représentation visuelle de l'information qui suit des principes directeurs spécifiques. Mais on voit ici que les principes directeurs sont liés à carte mentale. Mais pour retirer cette information-là, je dois lire cette phrase, l'analyser, la comprendre et en extraire les relations qui existent entre les concepts. Donc ça, c'est vraiment la structure linéaire associée à l'enseignement. Et on se rend compte que finalement, ça induit une lecture lente. Et ce que Tony Buzan a aussi développé, c'est toutes des techniques de lecture rapide.
Pour déjà en extraire, ça vous pouvez aller voir dans ses ouvrages, il explique des techniques de lecture rapide qui permettent déjà d'extraire rapidement l'information, parce que en fait le cerveau n'aime pas les informations incomplète. Donc, si je lis rapidement le texte, je vais avoir quelques mots-clés qui vont apparaître et le cerveau va essayer tout seul de créer des liens. Donc, c'est déjà une façon de s'approprier la matière. Mais ça ne me permet pas d'avoir une compréhension fine de tout ça. Il y a une autre caractéristique Oui, qui pardon. me frappe aussi, c'est en fait, le noir et blanc. Noir et blanc, oui. Donc, il y a une absence de couleur, c'est monochrome. Et donc, il n'y a pas vraiment du type d'information, à part la mise en gras, il n'y a pas grand-chose qui ressort. En comparaison de la carte mentale que je vous ai présentée tout à l'heure, ben, on diminue déjà fortement le nombre de mots associés à ça. Donc, on passe de 188 mots à 49 mots et avec exactement les mêmes informations, hein. Donc, c'est juste présenté, l'information est juste présentée différemment. On voit très facilement qu'il y a 4 catégories. Donc, ben, c'est vrai que comme Antoine le précise ici, elles sont colorées, c'est visuellement plus agréable qu'un texte suivi noir sur blanc. Donc, il y a une information visuelle. Là, on a le rouge, l'orange, le jaune, le vert. Elle est personnalisée, c'est moi qui l'ai construite. Et donc, j'ai décidé des mots que j'allais mettre, de la façon dont j'allais les présenter. Et ma carte mentale ne sera pas la vôtre. Ça aussi, c'est important de comprendre ça. Vous allez peut-être vous attirer votre attention sur d'autres éléments selon votre perception de l'information. Et surtout, elle présente une lecture rapide. Je peux très facilement voir, si je vous demande le nombre de principes directeurs, ou les caractéristiques d'une carte mentale, ben, tout de suite, ça saute aux yeux. Il y a 4 caractéristiques principales. Si ici, je vous demande les caractéristiques principales, vous pouvez peut-être vous dire que avec 4 paragraphes, il devrait y avoir 4 principes, 4 caractéristiques, mais vous n'êtes pas sûr. Vous êtes obligé de lire, de refaire une synthèse, d'aller rechercher l'information. Et donc, quand on dit que les cartes mentales vont nous aider à mémoriser, ben là, je peux la relire régulièrement. Ça, c'est vite fait, je peux reparcourir l'information. Par contre, il manque certaines caractéristiques pour renforcer la mémorisation. Et Tony Buzan insiste là-dessus aussi, c'est l'usage d'images évocatrices. Donc, euh, ici, si je reviens au texte, si je veux retenir l'information, ben, je vais être obligé, en quelque sorte, de mémoriser 188 mots, essayer de retenir tout ça. Et donc ça, on trouve des étudiants qui notent mot pour mot tout ce que le prof raconte dans son cours. Et finalement, ben, au bout de 2 heures, il n'a plus de poignée. Et il n'a pas forcément compris l'information parce qu'il a passé son temps à retranscrire, pardon, il a passé son temps à retranscrire ce que le prof disait. Donc il n'a fait aucun travail d'appropriation. Tandis qu'en fonctionnant comme ça, ben, l'étudiant a dû caractériser, structurer l'info. En sélectionnant des images spécifiques, ben, il a dû identifier les caractéristiques. Par exemple, moi ici, j'ai choisi l'image d'un arbre constitué de pièces de puzzle. Ben, l'arbre évoquant les cartes mentales et les pièces de puzzle qui forment un tout cohérent ici sont les caractéristiques des cartes mentales. Donc, si à un moment je me dis, bon, je dois mémoriser les caractéristiques d'une carte mentale, je peux visualiser cet arbre avec ces pièces de puzzle. Et après, je peux voir 4 pièces de puzzle se détacher de cet arbre. Et après, ben, sur cette pièce de puzzle, je peux venir y attacher une flèche, comme ici, qui part en haut à droite et qui descend. Ben, c'est ma première caractéristique. Donc là, finalement, j'ai que 2 informations visuelles à retenir. Mon arbre avec toutes ses pièces et une autre pièce de puzzle avec une flèche qui part du haut et qui va descendre comme ceci. Ben, vous voyez qu'en faisant ça, j'ai 2 informations et j'ai
finalement, autant, donc sur base de ces deux images, j'ai autant d'informations que sur ce paragraphe qui dit: Notons enfin que la lecture d'une carte mentale se fait généralement en commençant en haut à droite et en suivant un sens horaire, enfin, ou sens horloger. Donc, en faisant ça, ben, je diminue fortement la charge cognitive de mémorisation et qui va être, je peux très facilement refaire un texte suivi sur base uniquement de ces deux représentations. Même chose ici pour, je vais pas trop m'attarder dessus, mais sur les représentations, ben là, je me suis aidé je vais vous donner je vous donnerai les liens, mais je me suis aidé d'un générateur de métaphores que j'ai développé. C'est un petit chatbot euh, où je lui demande, voilà, je voudrais représenter ces informations-là. Est-ce que tu peux m'aider à faire une représentation visuelle? Et alors, le système a proposé l'usage d'un arbre avec un feuillage coloré, la représentation symbolique d'une idée sous forme d'une ampoule, et puis des petits personnages souriants qui évoquent l'humour, la positivité. Donc, dans une seule image, je retrouve cette notion de couleur, d'illustration, de symbole et de positivité euh, qui sont ici définis vous voyez, je ne sais même pas où c'est dans quel paragraphe, donc je suis obligé de revoir. Voilà, c'est celui-ci. Les cartes mentales utilisent des représentations, des couleurs, des images, des dessins. Voilà. Donc tout ce paragraphe-là peut également être synthétisé sous la forme d'une image évocatrice que je vais pouvoir rappeler pour en déduire toutes les caractéristiques de ma carte mentale. Alors, je vous ai mis ici le lien, donc si vous voulez tester par après, le générateur de métaphores. Il suffit de discuter avec lui et il va vous proposer un prompt pour générer l'image. Et ce prompt, ben, vous pouvez l'utiliser dans Bing Image Creator de Copilot, dans Gemini, le dernier ChatGPT. Alors, on est limité, je crois, pour le moment à trois créations d'images par jour dans ChatGPT, mais ça fonctionne aussi. Et alors, si vous n'aimez pas, vous ne savez pas dessiner, on peut aussi utiliser des banques d'images. Donc, il y a Pixabay, FreePik, il y en a des dizaines. Donc ça, par exemple, moi, je ne sais pas trop dessiner, donc je vais souvent sur ces banques d'images-là pour aller structurer ma carte mentale. Une autre façon de renforcer la mémorisation, ben, c'est de combattre la courbe de l'oubli, qui a été définie par Ebbinghaus. Et cette courbe de l'oubli, ben, en fait, quand on reçoit une information, si on ne la réévoque pas régulièrement, ben, elle chute pour, au bout de 6 mois, atteindre une vingtaine de pourcents de mémorisation. Réévoquer régulièrement la carte pour pouvoir maintenir en mémoire l'information. Ce qui va être facilité parce que ma carte mentale, elle peut être vue très rapidement. Je peux la relire en 5 minutes, je vais avoir toutes les informations. Si j'y reviens 3-4 fois, alors ça peut être dans le courant de la journée, etc., ça peut être très rapide. Si on veut vraiment une mémorisation durable, ben, on va étaler cette mémorisation sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Ben, les étudiants, ils ont peut-être un peu plus ce temps-là, mais ils ont beaucoup de matière à traiter. Et donc, en créant plein de cartes, ben, ils peuvent les imprimer et une grande carte mentale peut résumer un gros chapitre de syllabus ou même un plus petit syllabus. Ben, on peut la résumer en une seule carte mentale, l'imprimer. Et au lieu d'avoir 50 pages ou de résumé, de synthèse, bah, j'ai une grande carte mentale qui contient toutes les informations. Et donc, en quoi les cartes mentales vont me permettre de mieux mémoriser l'info? Bah, c'est qu'elles vont permettre de stimuler les différentes perceptions. Donc, on dit parfois qu'on a des mémoires visuelles, auditives, kinesthésiques. C'est plutôt les perceptions qu'on a de l'information. Quand je lis mon cours, bah, c'est ma mémoire visuelle en partie qui est utilisée, en tout cas ma perception visuelle.
Ben, la carte mentale, je peux la visualiser. En plus, elle est colorée, il y a des images, ça va renforcer encore plus cette perception. On peut la lire oralement, ça va encore renforcer la perception auditive. Et pour les étudiants qui sont plus kinesthésiques, enfin, on a tous cette sensation, on se rappelle tous. euh, un exemple facile, c'est le code de sa carte bancaire. Parfois, moi, je ne sais même plus le code, je ne sais pas le dire, mais je sais le mouvement que je dois faire pour faire le code. Euh, ouais, parce que j'ai une mémoire procédurale du mouvement qui est là. Ben, cette mémoire-là, on peut l'évoquer aussi avec les cartes mentales, avec avec ce qu'on appelle les voyages mentaux ou les visualisations mentales, où je peux très bien fermer les yeux, revisualiser comme tout à l'heure ma pomme qui évoque la santé, et de voir qu'en haut à droite, j'ai une branche stress qui est, si je ne dis pas de bêtises, bleue, euh, qui elle-même. Alors moi, je vois là le petit bonhomme yoga, là, donc dans les solutions, il y a le petit bonhomme yoga qui peut permettre la relaxation. Euh, et donc, finalement, en visualisant le parcours que je fais dans ma carte mentale, ben, ça peut m'aider aussi à la mémoriser mieux. Et donc, finalement, ben, la carte mentale en elle-même, elle va permettre de soulager la mémoire de travail. On l'a vu, hein, ça passe de 188 mots à 49. Ben, c'est déjà tout ça en moins que je dois retenir en mémoire de travail pour favoriser la mémorisation à long terme. Donc la mémorisation à l'aide des cartes mentales, ben, on peut la résumer ici sous cette forme d'escalier, en stimulant les différents types de perceptions, visuelles, auditives, kinesthésiques, en soulageant la mémoire de travail, en renforçant les liens qu'il y a entre les informations, qu'elles soient textuelles, visuelles, ben, on va pouvoir aller renforcer le passage vers la mémoire à long terme. Parce que la mémoire à long terme, en fait, elle a besoin d'indices évocateurs. Donc, l'indice évocateur, ça pourrait être mon arbre constitué de ces pièces de puzzle. Et cet indice évocateur va me ramener vers ma pièce de puzzle avec une flèche qui est orientée vers le bas. Et donc ça, Mm. je peux facilement la rappeler plus Mm. tard et dire, ah oui, c'était quoi encore les caractéristiques? Ah oui, c'est la pièce de puzzle avec la flèche. Je peux alors réexpliquer oralement, le remettre par écrit, et donc passer d'une vision visuelle sous forme de carte mentale à une vision, enfin, une structure plus linéaire, plus classique. Par rapport à la mémorisation, et après on passera à la prise en main du logiciel, enfin, je vous présenterai deux logiciels ici. Est-ce que par rapport à la mémorisation, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Non, ça va. Ça va? Tout va bien. Tout va bien? Oui. Alors, ce que je vous propose, si tout va bien, c'est de passer cette fois aux outils numériques. Donc, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des outils les plus courants, les plus connus. Il y en a d'autres. Vous allez peut-être me dire, oui, mais moi j'utilise machin. Oui, très bien. Ici, en tout cas, c'est ce que j'ai déjà pu tester un peu plus en profondeur. Je les ai catégorisés. Donc déjà, les liens sont cliquables, ça vous renvoie vers les différents sites. J'ai catégorisé en trois informations. Donc le type d'installation. Donc la plupart sont en ligne, à part Xminewits. Mhm. Je vous ai indiqué s'il y avait une édition collaborative possible. Bah, par exemple, Xmine, il n'est pas collaboratif dans sa version gratuite. Après, on peut passer à la version payante, mais voilà, ça, problème souvent dans l'enseignement, c'est que on n'a pas les budgets pour des licences, et pour nos étudiants, bah, ils n'ont souvent pas les moyens de s'offrir des licences. Donc, il est plutôt à réserver un usage personnel, mais ça fonctionne très bien. Et les autres, bah, par exemple, on a MindMaster qui est très efficace en collaboratif, mais il a des limites. Il est, dans sa version gratuite, limité à 3 cartes par adresse mail.
Euh, et donc, moi, ce que j'utilise beaucoup avec les étudiants, c'est Wise Mapping, qui permet alors aux étudiants, donc celui-là, ce qui est pas mal, c'est qu'il est en français, le nombre de cartes est illimité. Le seul défaut, c'est que le mode collaboratif, j'ai dit qu'il était risqué, parce qu'en fait, il permet, oui, d'éditer en même temps la carte, mais le premier qui Mhm. enregistre écrase le travail de l'autre. Mm. Donc ça, c'est pas top. Maintenant, moi, je l'utilise avec des étudiants où je leur demande, par exemple, pour un travail de fin d'études, je leur demande de créer leur structure de travail de fin d'études avec Wise Mapping et de me le partager pour que j'ai une vision de leur conception de leur travail. Moi, comme ça, je peux voir facilement leur travail. C'est un travail individuel et donc ça me permet de lire ce qu'ils font, mais sans aller effacer ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est voilà, un mode collaboratif restreint. Et on testera après Whimsical, qui lui est assez sympa. On l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça évolue assez bien. Il intègre même une IA générative. Donc on peut lui mettre une thématique, on dit génère-moi des idées, et bon, c'est parti. Bon, ça respecte pas du tout le fonctionnement les principes des cartes mentales. C'est-à-dire qu'il va vous mettre énormément de texte, mais voilà, ça peut permettre de débloquer certaines idées. Le seul petit truc que c'est en anglais. Mais ce sera peut-être traduit dans les semaines, les mois à venir. Alors, comme j'ai bien entendu la demande de Roberto sur la prise en main de Xmind, Mhm. Jessica, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de l'installer. Oui, je l'avais déjà, j'ai déjà utilisé. Ok, c'est un outil que tu utilises régulièrement? Ben, en fait, c'est un outil que j'utilisais et puis que j'ai arrêté d'utiliser, d'où ma présence aujourd'hui. Hmm. C'est intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as plus utilisé? Je n'en sais rien. Eh, parce que c'est un truc qu'on va rencontrer aussi avec les étudiants si on veut leur faire découvrir les cartes mentales, c'est que ça demande un effort d'appropriation. Moi, j'ai eu des étudiants qui m'ont dit non, non, moi, ça, je ne fais pas, hein. Et là, bah, c'est un peu compliqué. S'ils veulent pas du tout, voilà, il faut faire avec. Maintenant, en insistant un peu, en les accompagnant, moi, ça a permis de débloquer certains étudiants qui avaient cette angoisse de la page blanche, qui ne savaient pas rédiger, où leurs idées étaient un peu fouillis à l'écrit. À l'oral, ça passait, mais à l'écrit, c'était parfois une catastrophe. Mais c'est parce qu'ils n'avaient jamais appris à structurer l'information. Euh, donc ça a demandé, comme là, c'était des étudiants en secondaire supérieur, mais ça les a aidés vraiment à structurer leurs idées. Et là, j'utilisais à nouveau Wise Mapping et je leur demandais avant de me faire un quelconque écrit, je les obligeais de passer par la carte mentale, même s'ils n'aimaient pas ça. Et en fait, souvent, ça demande plusieurs semaines d'appropriation. Mais quand ils ont le déclic, bah souvent, on ne sait plus les arrêter. Ça, c'est ce que j'aime bien voir chez les étudiants. C'est quand ils me disent, ah, vous aviez raison. Mm. J'aurais dû le faire plus tôt. Ben, voilà, c'est que tu n'étais pas prêt à ce moment-là, mais donc il faut pouvoir respecter qu'à un moment, ça ne réponde pas à un besoin particulier. Il faut aussi savoir que la pensée en arborescence, on en discutait tout à l'heure avec Antoine, c'est considéré comme une neuroatypie, c'est-à-dire que c'est pas une Mm. pensée courante, en fait, ce fonctionnement en arborescence. Mais avec tous les éléments que je vous ai déjà présentés, on voit que ça renforce quand même la mémorisation chez tous les utilisateurs. Alors pour la partie Xmind, donc moi ici je vous conseillais d'installer la version 8 d'Xmind qui est gratuite. Alors il est possible de prendre une version payante qui nous permet d'avoir une version en ligne et collaborative, je pense, dans leur dernière version. Voilà, moi, ça fait quelques années que j'utilise Xmind 8 et il répond à tous mes besoins.
Après, ça, c'est à vous de définir si vous voulez prendre un abonnement ou pas sur ce logiciel-là ou un autre que je vous ai cité. Ça, c'est le libre arbitre. Donc, je vais créer une nouvelle carte vierge. Je vais avoir ici un sujet central. C'est la thématique que je veux traiter dans Xmind. Alors, il y a un petit raccourci qui est pratique, c'est de maintenir le clic droit de la souris enfoncé. Ça va me permettre de déplacer ma carte facilement. Alors, sur certains logiciels, il faut maintenir la touche majuscule et le clic gauche. Ce sera le cas de Wise Mapping tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit raccourci assez pratique, moi je trouve, c'est maintenir le clic droit enfoncé. Et alors ainsi, je peux déplacer facilement ma carte. Ben, ici, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer une carte mentale sur vous-même. Donc de mettre en sujet central, moi. Vous pouvez l'appeler moi ou mettre votre nom, votre prénom, votre nom, comme vous voulez. Et de ce nœud central, on va venir mettre des sous-catégories. Donc pour mettre une sous-catégorie, il y a plusieurs façons. On peut appuyer sur la touche Insert du clavier, ce qui va me permettre de créer mon premier nœud principal. Vous voyez qu'automatiquement, quand on utilise un logiciel de cartographie mentale, il va automatiquement me créer un lien entre les infos. Ce que je n'aurais pas forcément si j'utilise un logiciel graphique. Donc ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de sélectionner. Donc ici, Jessica me disait en attendant qu'elle maîtrisait déjà l'aspect technique d'Xmind. Est-ce que pour toi, Oui, oui. Oui, c'est très consensuel, hein. Oui, il n'y a pas de problème. ok. Donc, Donc je vais rapidement alors revoir les petites caractéristiques. mhm, Donc, comme je disais, on sélectionne l'élément central, on appuie sur la touche Insert, où ici on a la possibilité d'avoir la possibilité d'intégrer un sous-sujet ou un sujet. Donc, ça, vous voyez il y a le raccourci Insert ou la touche Enter du clavier. C'est la même chose. Et ici, forcément, quand je suis sur un sous-sujet, j'ai d'autres infos. Je peux revenir à un sujet précédent, donc de même niveau, un sujet parent, sujet enfant, etc. oui. Moi, j'utilise toujours Insert, Enter. Je trouve que c'est plus rapide. Je sélectionne, Insert, et puis Enter. Ça me permet de créer des sous-sujets et puis de créer ainsi très rapidement une structure. Oui, c'est assez facile. Et je peux bien sûr sélectionner plusieurs éléments pour les supprimer avec la touche Delete. Voilà, ça c'est assez classique. CTRL Z pour annuler, CTRL Y pour revenir. Donc c'est finalement assez intuitif. On a Mhm. aussi la possibilité de créer des relations entre les éléments. Donc soit on vient sélectionner un nœud, on clique sur Relation. Vous voyez qu'il y a une flèche ici que je peux venir raccrocher à un autre nœud. Et là, alors après, avec les petites poignées, donc, je peux aussi zoomer avec CTRL, en maintenant la touche CTRL enfoncée et la molette de la souris, je peux zoomer sur ma carte pour aller faire un focus. Vous voyez ici que si je sélectionne la flèche, j'ai des petites poignées d'inflexion qui vont me permettre en les bougeant, en tirant dessus, de venir repositionner la flèche. Et il est possible d'indiquer une relation donc, entre mon sujet 1 et mon sujet 2. Voilà, en double-cliquant, je peux dire du sujet 1 découle le sujet 2. Donc on peut ainsi... Sébastien, pour créer ton lien, tu as Oui, appuyé sur quelle fonction? alors je Euh, sélectionne le Tu nœud sélectionnes le nœud, ok. duquel je veux partir. Et Oui. puis je viens ici sur Ah oui, d'accord, ok. la petite flèche. Parfait. Alors il y a aussi le raccourci CTRL L qui fonctionne. Donc CTRL ça, L. CTRL L, ça va me permettre de créer voilà, cette flèche Ah oui, que je dois parfait. venir ensuite accrocher Ok, à un des nœuds existants. ça va, Je peux parfait. venir le remettre là.
Voilà. Et à Ok. nouveau, avec les petites poignées jaunes, je peux changer l'inflexion de ma flèche en le rapprochant, en étirant. Voilà. Et les petites poignées oranges, normalement, permettent de le repositionner si je veux, par Mhm. exemple, venir le raccrocher ailleurs. Ça me permet, voilà, en prenant les poignées oranges, je permets de venir Parfait. l'accrocher à un autre endroit. Ouais, Ça ouais. va? Ouais. Donc en double-cliquant dessus, je peux venir mettre la relation qui existe Ouais. entre mes deux sujets. Ouais. On peut aussi faire des accolades s'il y a, par exemple, des éléments. Hop, ici, je voudrais regrouper mes sous-sujets 2 et 3. Ben, je peux les sélectionner. Ici, donc je fais un clic gauche, j'étire. Et je peux alors faire une accolade qui va venir se raccrocher ici. Et là aussi, je peux mettre une définition, mettre euh, voilà, un petit mot d'explication, ces deux sous-sujets, Parfait. voilà, applique, blablabla. Donc, je peux venir ainsi aussi Mhm. rassembler les informations et je peux bouger ça. Donc, si je sélectionne mon accolade, je peux venir aussi redimensionner et dire voilà, là, je n'ai sélectionné que les sujets 2 et 3. Ben, je peux venir regrouper le 1. Donc, c'est assez facile. Et le dernier système, c'est le délimiteur. Donc, je vais pouvoir, par exemple, regrouper des sous-sujets ou des sujets dans une accolade. Et donc, pas une accolade, un délimiteur, pardon, en utilisant l'option limite ici. Mhm. Ça va me permettre de regrouper visuellement Mhm. un groupe d'informations, par exemple ici, et je pourrais dire, voilà, qui va me permettre au sein d'une sous-catégorie de regrouper encore des éléments. Et là, à nouveau, je peux le catégoriser. Et voilà. Donc, ça va me permettre ainsi de structurer ma carte assez rapidement. Donc ça, c'est les options principales. Donc créer un sujet, un sous-sujet, faire un lien, un limiteur et une accolade. Euh, Ici, on peut aussi changer l'aspect global de la carte. Donc quand on sélectionne le thème central, on a sur la droite un menu d'options qui va me permettre, alors si je vais dans le plan, de voir sous forme de titres, sous-titres, tous les sujets de ma carte. Si je vais dans les aspects visuels ici, le format, donc en sélectionnant le sujet principal, je vais pouvoir aussi changer le type de carte. Donc par défaut, c'est une carte équilibrée, mais on peut faire Mhm. une carte équilibrée du haut vers le bas, dans les sens des aiguilles d'une montre, ou le sens contraire aussi. Vous voyez que là, mon sujet 1 est arrivé là. Ouais, forcément, ils n'étaient pas dans l'ordre déjà au départ, donc c'est pas juste. Donc, si je mets hop, ouais, si je le sélectionne pas, ça n'ira pas. Voilà. Mes sujets étaient déjà pas dans l'ordre, donc je peux repositionner hein, tout ça. Donc les nœuds, hop, 1, 3. Donc je peux venir reprendre un élément, le sélectionner, le déplacer. Ça va me permettre aussi pourquoi pas, de venir de le raccrocher. Donc on disait tout à l'heure que la caractéristique des cartes mentales, c'est qu'elles étaient malléables. Bah, ici, en utilisant un logiciel, on peut voir facilement que je peux créer, déplacer les éléments facilement, les remettre, les raccrocher. Euh, et donc, bah, comme tu le disais tout à l'heure, Roberto, ça Ouais. permet à mon étudiant de dire, bah, OK, ça c'est mon chapitre 1, mon chapitre 2, et Mhm. finalement, en associant d'autres recherches, d'autres ressources, etc., je me rends compte que le chapitre 2, en fait, il fait partie intégrante du chapitre 1. Bah, je peux venir le raccrocher, ce concept-là, à un Ouais. autre. Ok. Donc ça, c'est une des grandes forces des cartes mentales. Mhm. Au niveau graphique, il y a possibilité de mettre des couleurs. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais ici dans les options et vous voyez qu'il y a la possibilité de mettre des lignes fuselées. Ben, ça Oui. va renforcer ici les liens
Donc c'est plus graphique, hein, voilà, ça ne change pas tout, mais moi je trouve ça plus Ouais, joli. ouais, c'est pas mal. Ok. On peut mettre les couleurs du gradient, donc ça fait un dégradé ici dans les éléments. Et on peut choisir aussi les branches multicouleurs. Comme ça, on ne doit pas trop se compliquer la vie. Ça fait tout de suite les couleurs. Et comme ça, j'ai vraiment des branches colorées assez facilement. On peut choisir des couleurs différentes en fonction de ses goûts. Euh, et donc ça, c'est assez facile. Maintenant, ce qu'il ne fait pas, c'est il ne modifie pas les couleurs des différents nœuds. Donc ça, ce que je peux faire, c'est sélectionner le nœud. Et j'ai à nouveau ici, dans l'option format, la possibilité de changer la forme. Donc je peux mettre un Ah diamant, ouais. un cercle, etc. Je peux changer la couleur du fond, la couleur de la bordure, vert et orange, ça pique bien aux yeux. Le type de ligne qui sort de là normalement. Et donc ça va influencer la suivante. Donc, courbe, on voit ici que la ligne qui part vers les nœuds enfants, je peux changer son aspect, plus fin, plus gros. Donc ça, c'est vraiment très personnalisable. Et tout ça se fait en sélectionnant un ou plusieurs nœuds. Donc ici, j'en ai sélectionné qu'un, mais je pourrais en sélectionner plusieurs en maintenant la touche majuscule enfoncée. Ça me permet d'en sélectionner plusieurs et d'appliquer alors les mêmes options sur euh, tous les nœuds sélectionnés. Donc ça me permet voilà, de la personnaliser assez rapidement. Voilà. Donc la petite astuce, donc je peux Ouais. sélectionner plusieurs en sélectionnant avec majuscule, Avec majuscule. Ouais. voilà, ou en faisant une sélection par cliquer déposer. Après, dans les options, il n'y a pas grand chose d'intéressant, si ce n'est peut-être les petites icônes qui peuvent me permettre d'illustrer certains concepts. Ouais. On peut mettre des petits smileys, des petits avancements de tâches. Donc ça, si on utilise ça en gestionnaire de projet, ça me permet de faire évoluer mon projet. En tout cas, l'avancement visuel ici, si je zoome un peu, voilà. Ici, je peux changer ça en sélectionnant. Voilà. On peut avoir une représentation visuelle. Il y a quelques symboles. Et maintenant, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on peut venir mettre des images dans tout ça. Donc ici, je vais faire une petite capture d'écran vite fait. Je peux venir sélectionner une image, qu'elle soit sur mon ordinateur ou autre, et venir la glisser comme un élément de ma carte. Il ne l'a pas pris, mais il n'a pas envie aujourd'hui. Je vais chercher alors sur mon disque dur une petite image que je peux venir également glisser dans tout ça. Voilà, oui, il va me demander si je veux faire un lien ou le copier. Ça, je vais le copier dans ma carte. Voilà, un petit maquis en pâte à modeler généré Mhm. par l'IA. Et Ouais. voilà, donc ça me permet aussi de venir le mettre soit comme un élément de ma carte mentale. Je peux aussi venir l'accrocher à un nœud et alors il va venir s'intégrer dans mon nœud. Donc moi, ça m'est arrivé de faire des captures d'écran d'un diagramme, d'un sujet à retenir. Je viens faire une capture d'écran, je le mets dedans et comme ça, je l'ai, ou une représentation. Voilà, on a vu tout à l'heure les neurones. Je pourrais très bien faire une capture d'écran, venir mettre ma représentation de neurones dans mon diagramme, enfin, dans ma carte mentale. À part ça, je sais pas, Jessica, si tu utilisais d'autres fonctionnalités de carte mentale, pas de ce logiciel. Non, je m'étais fait une base de données, d'emojis et de choses comme ça. Oui. Alors, faut, Et voilà.
Oui, et alors, maintenant dans Windows, quand on fait la touche majuscule point virgule, c'est ça, majuscule point virgule, on a accès à toute une série d'émojis. Donc on peut Mhm. très bien aller récupérer là toutes des émoticônes, etc. Donc voilà, si c'est un point auquel je dois réfléchir, ben, je vais pouvoir mettre ici un petit bonhomme en réflexion. Hop, il veut bien. Ah voilà. Hop. Oui, il a une drôle de couleur. Ah oui, ici, il n'est pas pris en compte. Bon. Ouais. Oui, je trouvais que les emojis prenaient moins de place que les photos. Oui, c'est ça. Ah oui, ça prend Moi, moins de place, hein. ouais. C'est Voilà. pratique les emojis, hein. Ouais. C'est très pratique, hein. Donc on peut ici utiliser cela. Maintenant, les photos, c'est utile, comme je disais, quand on a des captures d'écran par exemple, d'une matière. Ben, ça va nous permettre d'avoir un diagramme, etc., que je vais pouvoir après revisionner facilement sans devoir retourner à la page 50 du syllabus ou dans la présentation PowerPoint du 10 octobre. Je ne sais plus où je l'ai stocké. Ben là, tout est là et je peux la retrouver facilement. Euh, Peut-être encore un truc intéressant dans les cartes numériques, c'est qu'on peut mettre des liens. Donc ici, quand on fait un clic droit, si je ne Oui. dis pas de bêtises, on peut faire insérer des hyperliens. Et avec un hyperlien, ben, je peux renvoyer vers un site internet. Ah oui. Donc je vais pouvoir Contrôle renvoyer soit, H. Contrôle oui, H. CTRL H H. pour hyperlien. Ouais. Et là, je peux renvoyer vers une localisation web, mais aussi un fichier sur mon ordinateur. Donc si j'ai un document Ouais. PDF, Oui, oui. un support de présentation, ben, je peux tout centraliser euh, et renvoyer vers oui, un PDF, une présentation PowerPoint, etc. Ce qui va me permettre de pouvoir le réouvrir facilement. Et je peux aussi renvoyer vers d'autres sujets. Donc, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que vous voyez que là, il y a une feuille 1. Et en fait, c'est un peu comme un tableau Excel. Vous avez ici en bas à gauche la possibilité de mettre plusieurs feuilles dans votre carte. Donc en faisant un clic droit ici, je peux mettre une nouvelle feuille vierge ou utiliser le raccourci CTRL-T. Et je peux ainsi avoir plusieurs feuilles. Et donc je pourrais avoir une, enfin, une carte Xmind, mais qui va traiter de plusieurs thématiques et créer ce qu'on appelle alors une master mind map. Ah La ouais, master d'accord, c'est mind comme map, ça que tu fais. c'est... Oui. Voilà. Je pourrais avoir... c'est vrai que je Elles me peuvent souviens... être liées, Oui, Sébastien. oui, Ah, donc par super. exemple, Ok. ici on pourrait dire, je ne sais pas, c'est un cours je vais dire de français, Mhm. et ici, alors je me suis éloigné de ce que je voulais vous faire faire, mais c'est pas très grave. Euh, Ça pourrait être allez, ma master mind map, et ici ce serait mon cours de français. Donc je saurais que j'ai un cours de français. Et là, comme on a vu avec le raccourci CTRL H ou clic droit vers hyperlien, non, insérer hyperlien, Oui. je vais pouvoir renvoyer vers un sujet Ouais. qui est Oui. ma feuille Oui. 2 ici, et Ah le oui, sujet super. français. Non, non, Ok. Donc en faisant ça, vous voyez qu'il y a un petit C qui est apparu là ouais. Et on sur va voilà. sur l'autre page. Oui, Voilà, oui, si c'est je bien. clique dessus, hop, ça me renvoie sur l'autre page. Et là, ben, c'est un peu comme un classeur Excel, euh, je peux renommer tout ça en appelant ça ma carte principale, français. Sébastien, Oui. comment tu fais pour placer visuellement donc les marqueurs? Parce que je sais accéder aux marqueurs, mais je Euh, ne sais. Ah, voilà, ça y est, je viens de le faire. Ok. Ça y est, c'est fait. Ah ben voilà. Voilà, voilà, j'ai trouvé. Merci. Et alors, ben là, dans les fonctionnalités, je pense, ce qui est le plus utilisé. Ce qui est un dernier truc que je vais vous montrer avant de passer. Oui, je vois qu'il reste déjà plus que 5 minutes.
c'est de passer la possibilité, en tout cas, d'imprimer. Moi, je le trouve intéressant quand on a des grosses cartes qui deviennent un peu monstrueuses. On a la possibilité avec Xmind, et pour le moment, c'est le seul logiciel que j'ai trouvé qui fait ça, de l'imprimer, mais sur plusieurs pages A4. Donc, en fonction de la taille de la carte, il va me proposer de l'imprimer. Donc là, ici, il va me proposer de le faire en 4 pages, mais je peux encore modifier ça en disant que je ne voudrais que 2 pages horizontales et une verticale. Et il va pouvoir me sortir ma carte ainsi, sous ce format-là. Et donc, il va me lancer ça en impression que je pourrais faire en PDF, là, par Mhm. exemple. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que quand il va me l'imprimer, enfin oui, oui, ici je vais le sortir en PDF, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il va prévoir des zones de découpe. Et donc je vais pouvoir Mhm. après les recoller ensemble pour faire cette grande carte. Donc comme je disais tout à l'heure, moi j'ai fait euh, une synthèse là, de 200 articles scientifiques. Ben, après je les ai imprimés de cette manière-là. Donc vous voyez qu'il prévoit un bord ici que je vais pouvoir coller avec, avec ma page suivante. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'alors j'ai un truc physique, je peux la manipuler, je peux venir réécrire dessus, poser des questions, et ça devient vraiment un outil de travail alors, papier et pas alors écran, qui me permet Oui. alors d'avoir une autre vision. Donc ça, c'est le seul logiciel que j'ai trouvé qui permette de faire ce Tu peux type d'impression. Excuse-moi, Sébastien, tu peux réexpliquer rapidement parce que je t'ai distrait. Donc, Oui, euh, donc donc on va aller dans Fichier imprimé. imprimé, oui, ça j'avais suivi. Ok. Et dans Fichier imprimé, ben, on va pouvoir sélectionner Mm. bah, forcément l'orientation, paysage ou Oui, ok. portrait. Ok. Et on a l'option Ah, soit page unique, page page unique. multiple. Alors il va tout imprimer sur une page. Bon, ici, dans ce cas-ci, ça passerait. Mais Oui, dès que oui. je commence à avoir une carte trop Ah bah, j'ai grande, compris. ça Oui, devient oui. tout petit, c'est illisible. Ben, donc là, en faisant page multiple, Et il va te faire le euh, découpage. Ok, il va ça faire va. des Ah, découpages et je peux régler en fonction. Voilà, si je veux ça sur 9 pages, ben, c'est possible. Euh, Il n'y a pas vraiment de limite, hein, ça va. je pense. Bon, enfin, la limite, c'est votre imprimante qui va vous l'imposer. Ouais, Enfin, je peux faire un 10 sur 10 si je veux, mais faut sortir les 100 pages derrière. ouais, ouais. Euh, voilà. Et bien sûr, ben, on peut l'enregistrer et l'éditer par après. Mhm. Euh, il y a des possibilités d'exporter dans différents formats, donc je peux aussi le faire en image. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je peux le sortir en image dans l'export ou dans d'autres formats ouverts comme FreeMind. Mais on va voir que les options pro, là, faut payer pour pouvoir sortir en format Ouais, PowerPoint ou ouais, autre. ouais, parfait. Et, euh, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je regarde, normalement, on a vu toutes les fonctionnalités Mm. Ouais, ouais, intéressantes. ouais, ouais. Euh, voilà. Donc ici, voilà, vous avez, en tout cas avec Xmind, la possibilité de tester tout ça, de faire ça tranquillement. Je vois qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez encore 5 minutes ou si vous êtes attendu ailleurs. 5 minutes, oui, c'est bien. 5 Pour moi, minutes. pour moi. Je sais pas si c'est OK pour Christelle, pour Jessica. Oui, pas de Ah bon? problème. Ouais, OK. Euh, alors, on n'aura pas le temps spécialement de tester. Je voulais vous montrer un autre logiciel. Donc ça, Wise Mapping, Xmind, Mhm, pardon. Bah, voilà, vous enregistrez votre travail et vous pouvez le réouvrir après, donc sur un format Xmind. Donc il mhm, faudra absolument le logiciel pour pouvoir le réexploiter. Ce que je voulais voir avec vous encore, c'était l'édition collaborative. Et peut-être qu'en 5 minutes, on va pouvoir faire un peu ce travail-là. Donc, on a ici, je pense, oui, Antoine va vous partager le lien. On a un lien vers Whimsical.
Alors, Whimsical, c'est, moi je le trouve assez intéressant parce qu'il va vous permettre de faire, entre autres, des cartes mentales, mais il a plein d'options différentes, et notamment, et j'espère que ça va fonctionner, le mode collaboratif qui va nous permettre de compléter ensemble cette petite carte mentale. Je vous propose de prendre bah là, une minute ou deux pour la faire ensemble, mais vous pouvez la compléter avec moi. Donc, je ne sais pas. Oui. Donc ici, Antoine, vous avez envoyé un lien dans la conversation. Alors, dans la conversation. Donc vous pouvez réactiver avec l'onglet conversation qui se situe en haut. Oui, ok. Et de là, vous devriez avoir accès à la Ouais. carte mentale Oui, ok. partagée. Donc ici, l'avantage, c'est qu'elle est collaborative en temps réel. Donc normalement, on peut Mm. tous venir la modifier. Il fonctionne à peu près comme Xmind, hein. Donc on va pouvoir sélectionner un nœud. Donc j'ai déjà créé 3 catégories. Donc dans l'usage pédagogique des mind maps, la créativité, la préparation et les supports. Et vous allez pouvoir, enfin, nous allons pouvoir rajouter des sous-branches. Donc ici, c'est pas la touche Insert, il faut sélectionner le nœud et puis venir cliquer sur ce lien-ci pour pouvoir créer une sous-branche. Donc peut-être par rapport à ce qu'on a déjà évoqué, je vous invite à venir introduire des idées d'usage pédagogique des mind maps dans ces 3 catégories. Après, on peut reparler des catégories. Bien, on va toujours apparaître les trucs en temps réel, c'est marrant. Ouais, exploration. Ici, si vous voulez recentrer la carte, il faut maintenir la touche majuscule enfoncée. Et avec le clic gauche, vous pouvez déplacer. Mais il ne faut pas sélectionner Ouais, ok. la carte, il faut sélectionner en dehors de la carte. Ou vous avez en bas à droite le petit raccourci. Là, il y a une sorte de main de préhension là, en bas à Ah oui, droite. ok, ok. Là-bas. Mhm. Je crois que ça a l'air de se stabiliser. Oui, mais Euh, je n'arrive plus je voudrais rentrer encore dans la préparation, je voudrais rentrer glossaire, mais j'arrive plus à l'ouvrir. donc, J'arrive il faut pas à bien. ajouter une branche. Donc, dans préparation pédagogique. Oui, je voudrais rajouter une Ok. Donc, branche, de mais toute j'y façon, arrive est-ce que pas. je pense que tu cliques sur le nœud. J'ai l'impression que tu cliques Oui, oui, ici. oui, Et oui, il faut bien et... sélectionner le mot. Et de là, tu vas pouvoir ajouter Ah, ok, un ok, élément. Parce ok. qu'en fait, en cliquant ici sur les lignes, tu écrases, enfin, tu vois, tu refermes la présentation. Ouais, attends, si, il m'a éjecté. Voilà, ok. Donc, ça... Attends, parce que j'ai l'impression que j'ai perdu le truc. Donc, quand je me mets là... Ah, elle est là, ok, ça y est. Ok. Alors, comme on a déjà bien dépassé le temps qui nous était octroyé, je Mhm. propose voilà, de peut-être Oui. en synthèse ici, effectivement, euh, on voit que donc l'usage des cartes mentales peut être assez varié, hein. Donc, euh, et ici, finalement, on l'a utilisé comme un outil de brainstorming dans un premier temps. Mhm. On était un peu pris, donc l'idée au départ, c'était de vous faire remplir plein d'idées différentes et puis de les catégoriser ensemble. Mais en faisant l'usage d'un outil collaboratif, ben, on va pouvoir euh, avoir une trace de ce qui a été échangé. Donc ça, en cours, ça peut être un outil vraiment d'échange qu'on va construire au fur et à mesure avec les étudiants. Et on garde Mhm. une trace de ce qui a été créé, débattu, etc. Donc moi, ce que je faisais assez souvent, c'est que je mettais une carte mentale au début d'un cours Moodle, par exemple. Euh, et les étudiants pouvaient visualiser où on était dans le cours, et à chaque cours, on revenait dessus, on la complétait, on prenait 5 minutes pour la compléter ensemble, pour réfléchir aux informations qu'on avait vues pendant le cours ou au cours précédent. Donc ça, c'est une façon d'utiliser.
Donc j'ai rajouté la catégorie réflexion, donc la créativité et réflexion, mais ça permet effectivement d'explorer finalement qu'on vient de faire ici. On est parti de vos connaissances, de vos éléments que vous avez retenus ici dans cette présentation, que vous êtes venu greffer dans des catégories. Et donc on peut explorer des sujets grâce aux cartes mentales. Et au niveau de la deuxième catégorie, la préparation, ça peut être un très bon support pour un prof pour préparer un cours. Donc, ça va lui permettre d'avoir une vue d'ensemble de son dossier pédagogique, des différents éléments et des liens qui sont existants. Parce que le dossier pédagogique en promotion sociale est à nouveau linéaire, mais ça permet de se le réapproprier autrement, de le décliner de façon non linéaire et de venir après y greffer des activités d'apprentissage, des éléments qui vont me permettre de visualiser le parcours de l'étudiant. Donc ça peut être très bien un outil de préparation pédagogique, mais aussi un- pardon, un support de présentation. Donc, vous l'avez vu dans la présentation, la première dia, c'était une carte mentale avec le webinaire et les infos pratiques, la thématique, les heures de départ et les présentations. Donc, je peux l'utiliser à la fois comme support de présentation, comme synthèse, soit complète avec les Mastermind Maps ou les mind maps de cours, ou des synthèses très courtes sur un sujet, comme ici, l'usage pédagogique des mind maps. Alors, pour la bibliographie, je ne sais pas, il faudrait tester. Moi, ce n'est pas l'outil que j'utiliserai pour ça, mais à nouveau, c'est personnel. Donc, si vous vous y retrouvez avec ce système-là, c'est tout à fait possible. Et un usage qu'on peut faire aussi, ce sont les travaux de groupe. Donc, il y a une façon aussi enfin, une technique qui est de distribuer des thématiques à travailler par sous-groupe d'étudiants. Et ils doivent la synthétiser et la mettre dans une carte mentale collaborative ou non. Et l'idée, c'est par exemple, on peut faire lire un livre comme ça à une classe entière où chaque classe, chaque élément, enfin, chaque groupe va lire un chapitre. Et ce livre va être synthétisé dans une carte mentale. Et après, les étudiants vont pouvoir présenter chapitre par chapitre leur lecture et créer ainsi un lien. Et plutôt que de lire chacun dans son côté de manière un peu linéaire, hein, toujours, on a quelque chose d'un peu plus dynamique où les étudiants vont devoir s'approprier la matière, la restituer dans une carte et en plus de ça, la présenter aux autres, qui est un très bon exercice de prise de parole en public. Euh, Je crois que j'ai tout dit. Oui. Est-ce que, Roberto, tu confirmes, j'ai tout dit? Oui, 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 non, non, c'est parce que c'est non, pour moi c'est OK. On a découvert quand même un chouette outil collaboratif là, je pense que c'est pas négligeable. Je pense qu'il y aura bientôt un webinaire dédicacé à à ce nouvel outil qui me semble quand même très intéressant, hein. Euh, Parce que j'ai constaté dans les outils qu'on pouvait même poser des questions au groupe. Oui, donc quand c'est T'as en vu, donc ligne, tu sais même faire oui, des sondages et autres. Et ça, c'est quand même pas mal. oui, quand c'est en ligne, c'est vrai que là, moi, je Ouais. ne me suis pas basé sur. Enfin, j'ai sélectionné des outils de cartographie mentale Oui, principalement. oui, oui, oui. Mais, Mais c'est vrai que quand on utilise en ligne, on va revoir des fonctionnalités ouais. différentes en fonction des sites. Et souvent, il y a des systèmes de chat ou C'est de ça. commentaires. Mm. Donc le site est l'application est très complète. Ouais, c'est pas mal. Oui. Le seul truc que je ne sais pas pour le moment, c'est que si ça va rester gratuit dans le long terme. Ouais. Donc c'est ça que je vous en ai mis toute une série d'autres, c'est que pour Mhm. le moment c'est gratuit, mais Mhm. vu qu'ils intègrent des systèmes d'IA et tout ça, c'est vrai que ça je vous ai peut-être pas montré, on peut euh, dans Whimsical, on a Mhm. par exemple ici, si je sélectionne bibliographie, attends, il me l'a pas mis là.
Ah oui, c'est parce que je suis pas identifié, effectivement. Donc, je vais me connecter. Hop. Donc, Whimsical propose un système d'IA. Il va générer des sous-branches. Et ça, alors, des fois, il répond en anglais, des fois en français. Ça dépend de son humeur du Mhm. jour. C'est plus ou moins rapide. Voilà, hop. Le problème, moi, je trouve, voilà, d'ailleurs, il m'a mis voilà, une série de mots en anglais. Ouais, Mais ouais, ce ouais. qui me dérange, c'est que c'est pas vraiment le concept de la carte mentale. Il m'a fait des petits paragraphes, des petits textes. Donc là, on a déjà trop d'informations, donc on ne respecte pas les principes de la carte mentale. Donc il faudrait repasser derrière pour ça, mais pour dégrossir un sujet, ça peut être intéressant. Mhm. Et encore, il me répond même pas à bibliographie. Donc Oui, oui, oui. normalement, il part du sujet central, usage pédagogique des mind maps. Ah ouais, à mon avis, il a plutôt répondu à ça. Donc ça, c'est Mhm. intéressant quand on commence une nouvelle carte. Oui. Pas besoin. Donc si je commence une nouvelle carte, je vais mettre un sujet. Ce sont les mind maps. Ben là, je vais pouvoir générer les idées. Et la même chose, il va me refaire cette déclinaison en phrase. Donc là, il a pas l'air d'avoir envie. Voilà, il est un peu capricieux, mais ça existe. Il y a des mots qu'il aime bien, d'autres qu'il aime pas. Donc j'ai Ouais. peut-être grillé tous mes crédits pour la journée, je ne sais pas. Ouais, voilà, donc ça existe, c'est en train d'être développé. Oh, C'est c'est assez pas complet mal. comme logiciel, Oui, mais oui, ouais. oui, oui. Euh, ben voilà, peut-être ici, moi, ce que j'aime bien faire pour clôturer, c'est vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être, voilà, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez envie de tester? Je vais peut-être donner la parole Jessica? à Jessica. Euh, Ça m'a donné envie déjà de reprendre l'usage des mind maps. Ça m'a donné plein d'idées. Euh, et dont une, je cherche à réfléchir. Je ne sais pas si ça ira, mais je cherchais à réaliser des frises chronologiques avec les Ça étudiants pourrait, oui, oui, et je c'est vrai. cherchais un moyen facile de le faire de manière collaborative. Et donc, Ah oui, avec Whimsical, oui, oui. oui, je me dis que peut-être avec Whimsical, ça pourrait aller. Oui, je pense qu'il y a moyen, effectivement. Je chipotais un peu là, parce que je vois qu'il y a Ouais. d'autres, Oui, il y a plein de modèles il y a plein de différents. modèles. Donc, je m'éloigne un peu du coup du mind map. Oui, mais c'est un usage Mais graphique, tout à fait, oui, oui. voilà, parce que pour donner des cours de littérature et l'idée de pouvoir replacer Mhm. tout ça dans une frise chronologique sans faire un panneau Oui. comme en primaire chronologique au mur. Et donc voilà, Voilà, j'avais ici, envie de créer une frise chronologique avec les étudiants et qu'ils puissent y avoir accès pour étudier, pour... voilà, ici, nous, on a justement fait une frise chronologique aussi par rapport au plan de relance européen. Ben voilà, c'est fait avec Whimsical. Après, voilà, c'est des rectangles, ce sont des lignes. Mais il y a un modèle comme ça quand on Voilà, fait mais créer nouveau. Oui. j'ai trouvé d'autres supports qui permettent de le faire, mais soit c'est très compliqué à utiliser, soit je doute de la gratuité. Oui, Euh, après, ici, comme je le disais, je ne oui, sais pas si ça va rester du moment gratuit. que ça reste gratuit jusqu'en juin, je suis contente. Ça devrait. Ouais, J'avoue, hein, pour le coup. Après, on verra. Oui. ouais, ok. Ouais. Donc voilà. Roberto, si tu veux rajouter Oui, quelque chose. donc voilà, donc à tester, bien évidemment. Moi, je vais principalement utiliser
Mind, dans la mesure où, comme je t'en avais parlé, je voulais quand même redécouvrir, parce que je connaissais déjà les cartes mentales, mais disons que ce qui est intéressant, c'est que, bon, pour le moment, je me retrouve dans une position où j'ai une masse d'informations assez importante et variée, hétérogène à devoir appréhender. Et je pense que les cartes mentales est encore le meilleur moyen pour moi de ne pas trop oublier, de m'aider. En fin de compte, c'est un excellent outil pour pour pouvoir aborder comme ça plusieurs sujets de manière hétérogène. Chaque sujet est bien homogène au sein même du sujet. Et donc, ça pourrait me permettre d'avoir différentes cartes mentales, comme tu disais tantôt, que tu peux récupérer, tu peux relire, voir et les faire évoluer dans le temps. Voilà. Mais je dirais qu'il y a un côté quand même très, très, très personnel des cartes. Hein. Bon, maintenant, faire une carte universelle par rapport à un domaine, bien sûr, il y a des spécialistes qui le font, mais on a son mode de fonctionnement. Et donc, j'ai beaucoup apprécié cette formation et entre autres, bon, voilà, j'ai découvert donc ce chercheur anglais qui finalement bon, a mis en place le mind mapping et je pense que c'est intéressant. Je pense que je vais m'y intéresser parce que cette approche mentale des sujets est vraiment c'est le mode de fonctionnement de tout le monde, mais bon, mais moi je suis plutôt là-dedans que dans autre chose, donc why not? C'est une très très bonne formation, voilà. Mais un tout grand merci pour votre participation.